Привет tout le monde, moi c'est Natalia et je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne La Russe de Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet avec lequel j'ai beaucoup de mal, même après 17 ans de vie en France. Ce sujet, c'est l'école et le système d'éducation en France. Pour commencer, la question que je déteste, qu'on me pose souvent en Russie et qui me met totalement en PLS à chaque fois, Non, attends, c'est quoi cette question à la con là? c'est dans quelle classe sont mes enfants? Les enfants, j'en ai 4, les 3 sont scolarisés et à chaque fois, j'ai du mal à répondre à cette question en Russie et voici pourquoi. Pour commencer, il faut dire que je suis née en Russie et j'ai fait toute ma scolarité là-bas, plus 2 ans d'études universitaires avant d'intégrer l'école d'ingénieur en France. Je ne dis pas que le système russe est parfait, mais d'un point de vue de logique, ça me paraît beaucoup plus simple à intégrer. On commence l'école en Russie vers l'âge de 7 ans, on entre dans la classe numéro 1, puis 2, puis 3, et puis on fait nos études jusqu'à la classe numéro 11, qui correspond à la fin du lycée en France. Je crois que ça peut pas être plus logique. J'ai commencé à apprendre le français à l'école quand j'avais 9-10 ans environ, et bien sûr on nous a grossièrement parlé du système d'éducation en France. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis pas vraiment penchée sur la question, voilà, j'avais 9-10 ans. En revanche, c'est le genre de truc que j'ai vraiment découvert à partir du moment où mes enfants sont entrés à l'école en France. Comme en France, à partir de 3 ans, ça devient obligatoire l'instruction de l'enfant. La maternelle, pour moi, c'était compliqué de trouver un équivalent finalement pour la Russie. C'est ce qu'on appellerait la garderie, le jardin d'enfants. Sauf que ce n'est pas obligatoire. En fait, l'école n'est pas obligatoire en Russie jusqu'à l'âge de 7 ans. Si tu n'as pas envie de mettre ton enfant au jardin d'enfants, comme on appelle ça, tu peux ne pas le faire. En fait, ton enfant, il reste avec toi à la maison jusqu'à l'âge de 7 ans avant d'entrer à l'école primaire qui est pour le coup obligatoire. Et donc la maternelle, quand je lui disais que ça s'appelle l'école, déjà ça choquait beaucoup mes parents. Ils me disaient mais c'est l'école. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'école à 3 ans? Donc je lui expliquais que quand même ça ressemble pas mal à ce que les enfants ils font en Russie au même âge dans le jardin d'enfants. Donc c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup, qu'ils ont des temps d'apprentissage, qu'ils ont des temps de sieste. De mon côté, je me suis faite assez rapidement. Mais mes parents, j'avoue, ils avaient beaucoup de mal avec cette espèce d'école à partir de 3 ans. D'autant plus quand je leur ai dit que dans certaines écoles, c'est ce qu'on a pu expérimenter en tout cas, qu'en fonction des écoles, à partir de la moyenne section, donc à partir de l'âge de 4 ans, ils supprimaient complètement la sieste pour les enfants. Là, pour le coup, ma mère, elle était choquée. C'était pas forcément une année simple pour nous parce qu'on voyait que certains de nos enfants avaient encore besoin de dodo et c'était une année particulièrement compliquée parce qu'on voyait que les enfants, bien que j'avais cette possibilité de les récupérer à 4h30 à la sortie de l'école, on les voyait complètement épuisés en fin de journée, alors que, et c'est vrai que c'est ce que j'ai connu aussi au jardin d'enfants en Russie, jusqu'à ce qu'on entre à l'école à l'âge de 7 ans, en fait, on avait au jardin d'enfants la sieste obligatoire. Pour certains, le temps calme, donc si tu n'avais pas envie de dormir, tu pouvais ne pas dormir, mais on devait se mettre dans le lit et pendant une petite heure au minimum, on devait rester tranquille. Moi, je dormais rarement parce que je détestais le temps de la sieste, mais je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'enfants qui dormaient encore et ça leur faisait beaucoup de bien. Mais bon, la maternelle, c'est pas le pire évidemment, et je crois que la véritable descente aux enfers a commencé pour moi quand mes enfants sont rentrés en CP. Parce que comme je vous ai dit, en Russie, c'est 1, 2, 3, etc. Là, on est déjà sur CP, CE1, CE2. Et je vous avoue que je comprenais rien. Quand j'avais certains parents avec qui on est amis qui me disaient « Oh là là, mais là, mon enfant, il rentre en CM1, oh la vache, on sent vraiment la différence là. » Pouh. Pour moi, ça voulait rien dire. Je comprenais rien, j'étais en train de me dire du coup il a quel âge l'enfant? Du coup ça correspond à quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a avant CM1? Maintenant j'ai un enfant en CM2, un enfant en CP et un enfant en grande section. Donc ça commence quand même à être un petit peu plus clair pour moi parce que j'ai déjà eu ce passage une fois. Mais quand on passe à l'étape du collège, c'est un niveau encore plus intéressant parce que quand j'ai découvert que la numérotation est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on commence par 6, puis en 5e, puis on va à la seconde et non, on n'est pas en primaire, on est en terminale. Je me suis dit, mais je comprends rien là. Cette numérotation dans le sens inverse, c'est pas facile à intégrer quand on est étranger et quand on n'a jamais connu ce système. C'est une vraie difficulté à répondre à chaque fois quand on me demande en Russie dans quelle classe sont mes enfants par rapport à la Russie, parce que j'en sais rien. Pour moi, c'est plus facile finalement de dire en Russie, mon enfant a 10 ans, on va me dire, ah mais du coup, ouais, elle doit être en classe numéro 5. Ouais, ça doit être ça. Bref, je pense que vous avez compris que les systèmes scolaires au global pour moi, en tout cas dès le début, ça a été un vrai casse-tête chinois et j'ai encore du mal avec ça, bien que ça commence petit à petit à rentrer évidemment, vu que je suis en train de vivre ça avec mes enfants. Les amis, si les sujets de mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire et à activer la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos.
Si maintenant on passe à la deuxième chose qui a été une vraie révélation pour moi concernant le système d'éducation en France, c'est le système de notation. Il faut savoir que le système de notation, c'est quelque chose à quoi j'ai dû faire face quand j'ai commencé à préparer mes documents pour intégrer l'école d'ingénieur. Et pour déposer le dossier de candidature à l'école d'ingénieur, il fallait bien sûr que je traduise les documents qui comprenaient le résumé des matières que j'ai pu étudier pendant 2 années universitaires à Moscou, mais aussi mes notes. Je me suis dit, il n'aura rien de compliqué. Globalement, j'ai de bonnes notes. J'avais 5 partout. Je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai vu que le système de notation en France est sur 20. Pour vous mettre le contexte, en Russie, le système de notation à partir de l'école et ce jusqu'à la fin de nos études, même les études supérieures, c'est sur 5. Mais pour faire encore plus court, dans la réalité, le système de notation en Russie est plutôt sur 3. Si tu passes ton examen et tu as 1 ou même 2, tu ne réussis pas l'examen non plus. 3 étant la note minimale donc pour pouvoir réussir ton contrôle à l'école ou passer ton examen à l'université. Je vous laisse donc imaginer ma tête quand j'ai dû convertir mes notes comprises généralement entre 4 et 5, la plupart étant 5, dans le système de notation sur 20. J'avoue que quand on m'a expliqué en France que la note sur 20 était quand même la note quasiment impossible à avoir à ce niveau d'études, surtout dans toutes les matières, je me suis dit qu'ils ont dû bien rigoler quand ils ont reçu mon dossier de candidature à l'école d'ingénieur. J'avoue que c'était assez compliqué pour moi de savoir quelle est la bonne note finalement que j'ai. Apparemment, si c'est la note éliminatoire, donc si tu es en dessous de 6, tu ne passes pas ton examen. Pourquoi 6? Pourquoi pas 8? Mais attendez, c'était pas fini parce que quand j'ai commencé enfin à jauger un petit peu les notes, comprendre petit à petit qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, ça commençait à devenir un peu plus facile. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Parce que quand j'ai rencontré mon futur mari, à savoir 1 an après avoir intégré mon école d'ingénieur, le mec m'a posé la question qui m'a mis juste complètement KO. En fait, on parlait avec lui de mes notes. Je lui expliquais que j'ai pas mal de matière à rattraper parce que mon niveau de français clairement était insuffisant. Si d'ailleurs ce sujet vous intéresse, pourquoi j'ai choisi le français, comment je l'ai appris et qu'est-ce qui m'a aidé à parler comme je parle aujourd'hui. Parce que mon niveau il y a 17 ans, je peux vous dire que c'était pas du tout le niveau que vous entendez aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je ferai une autre vidéo sur ce sujet. Bref, j'explique à mon copain que j'ai pas mal de matière à rattraper et à ce moment tombe la question fatidique qui m'a mis complètement KO. Le mec me dit mais t'as les coefficients dans les matières, ils sont comment tes coefs? C'est quoi les coefficients les plus élevés? Les quoi? Là, je lui dis, je comprends pas ce que tu me racontes. Elle me dit, mais je sais pas, t'as pas une feuille de description de matière que t'as à apprendre à chaque année? Normalement, t'as les coefficients qui sont marqués dessus. Je lui dis, ah si, j'ai vu, mais j'ai rien compris à quoi ça correspond. Et c'est là où il m'explique qu'en fonction des coefficients, ça peut vraiment changer aussi ta moyenne générale. Parce que parfois, si tu as un coef très fort et tu as une note qui est pas terrible, et bien même si tu arrives sur d'autres matières avec de tout petits coefficients à rattraper un petit peu la chose et remonter la pente, bah parfois ça peut ne pas suffire pour redresser ta moyenne et passer sur l'année suivante. Là, j'avoue, pour moi, c'était encore un autre niveau au-dessus. Là, je me suis dit vraiment, mais pourquoi? Mais je comprends pas, mais pourquoi ça doit être aussi compliqué? Déjà, je viens à peine d'intégrer cette histoire de notation sur 20 et là, on me rajoute des coefficients. Bref, aujourd'hui, je me dis vraiment, heureusement que j'ai rencontré à ce moment mon futur mari parce qu'il m'a expliqué plein de trucs qui m'ont grandement facilité la vie niveau études par la suite. Et maintenant, on passe à la dernière chose que je préfère pour le coup largement en France, au système russe. Pour vous faire court, la plupart des écoles en Russie sont publiques, donc subventionnées intégralement par l'État. Mais j'ai toujours connu un truc assez incroyable et qui existe encore parce que ma petite sœur est scolarisée actuellement et c'est ce que ma mère continue à traverser. C'est l'histoire de création de cagnottes. Je vous explique. En Russie, quand tu vas à la réunion des parents, d'abord tu as la réunion générale, en fait la réunion de toute l'école, donc la directrice de l'école te parle de la vie scolaire, t'explique le projet de l'école pour l'année classique et ensuite tu rejoins la classe. Donc chaque parent va rejoindre la classe de son enfant pour participer à la réunion de la classe. Et c'est là où on va voir la chose qui n'existe absolument pas en France, en tout cas moi j'ai jamais vu ça, c'est l'histoire de création de cagnottes. Alors pourquoi on fait des cagnottes? Tout simple, par exemple la maîtresse de la classe va dire que cette année ça serait bien de rafraîchir la classe parce que vous voyez bien que là la peinture elle n'est pas au top, on a le remplacement du tableau qui serait prévu, donc on va se cotiser pour faire les travaux dans la classe parce que ce n'est pas prévu dans le budget de l'école cette année. Donc les parents vont se cotiser pour faire les travaux dans la classe. Potentiellement, on va même demander aux volontaires
volontaire de venir faire les travaux. Je sais que mes parents ils y sont allés l'année dernière. Après, on va aussi avoir d'autres types de cagnottes, comme la cagnotte par exemple pour l'anniversaire de la maîtresse, pour le jour de l'an, pour faire le cadeau à la maîtresse, la journée de l'enseignant qui a lieu tous les ans. Donc il va falloir faire les cadeaux chaque année à la maîtresse principale et ainsi de suite. Donc on va mettre en place plusieurs types de cagnottes de ce type, chose que je n'ai jamais vue en France. Une autre chose que j'ai jamais connue en France, dites-le moi en commentaire si vous avez dans votre classe un chat des parents WhatsApp. J'ai jamais connu ça dans aucune des écoles. Une de mes filles a d'abord été scolarisée en région parisienne, puis on est passé en Normandie. Je connais d'autres parents dont les enfants sont scolarisés ailleurs dans d'autres écoles. Je n'ai pas vu ça dans une seule école. Si vous avez ça dans votre école en France, dites-le moi en commentaire. Franchement, je suis curieuse de le savoir. Mais en Russie, c'est systématique. La création de chats WhatsApp entre les parents et c'est la porte de l'enfer. Franchement, je crois que c'est encore pire que le chat familial. Bref, c'est le truc que je préfère largement en France. On laisse les gens un peu plus libres déjà de choisir est-ce qu'ils ont envie de faire le cadeau à la maîtresse par exemple à la fin d'année ou pas. Personne ne te force en fait à cotiser et de faire les cagnottes forcées à chaque début d'année pour telle et telle occasion, puisque l'occasion on peut toujours en trouver. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cela. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de faire des choses de façon centralisée pour faire plaisir aux maîtresses pendant l'année, mais aussi pour éventuellement participer à la vie de l'école, ou vous trouvez que c'est une vraie aberration? Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire quels sont les points qui vous ont le plus choqué ou qui vous font réagir en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Paka paka!